bonjour tout le monde, et bonjour Léa. Bonjour à tous. Comment ça va? Bah, ma foi, fort bien. Il fait gris, mais Mais pas trop froid, ça va. c'est un temps parfait. Moi je me caille. Ah ouais, bah ouais, non, il fait pas trop chaud, mais nous, on a la chance d'avoir un bon poêle bien efficace et j'avoue que c'est un plaisir depuis qu'il est posé. Oui, bon point en effet. Alors voilà, bon, je crois que c'est peut-être la première fois, il faudrait que je me replonge un peu dans les épisodes précédents, mais je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a surtout posté sur les forums et tout ça. Tu étais sur Plume d'Argent, toi, non? J'étais sur Plume d'Argent, mais avant, enfin, puis je suis toujours sur Cocyclic également. Ah oui, voilà, Cocyclic. D'accord, Mm. mais pas sur Wattpad. Alors, j'y suis allée, mais très peu parce que j'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai pas eu de chance. Je suis assez. J'étais très novice et quand j'ai voulu poster mon roman, en fait, je faisais partie en fait de ce trou béant, néant là où qui n'arrive à avoir aucune visibilité. Ah mince. Et j'ai pas insisté parce que j'avais pas forcément non plus d'énergie à essayer voilà, de faire émerger de l'iceberg, enfin, du haut de l'iceberg, mon texte et donc j'ai vite disparu. Puis ça marchait bien sur Plume d'Argent à l'époque, donc j'avais pas besoin de multiplier les deux plateformes. Enfin, j'avais eu assez de retours d'un côté pour pas en vouloir de Hmm. l'autre. Oui, 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 après, moi j'ai bien conscience que ces trucs-là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de concurrence, et c'est compliqué de toucher les gens. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses. En tout cas, Wattpad, moi j'y ai mis les pieds 2 ou 3 fois, et il y a une telle marée de textes que j'étais complètement paumée. Oui, c'est ça. Mm. C'est très très riche et au final, bah, on attend à peu près tous la même chose, c'est-à-dire qu'on aime lire, mais on aime aussi être lu. Hmm, Et je savais pas du tout comment prendre la masse d'extraits, de ouais. romans en ligne. Euh, et finalement, j'arrivais pas. Puis comme sur Plume d'Argent, pour moi, sur le coup, ça avait été plus rapide. J'avais retrouvé plus rapidement des gens que j'avais eu envie de lire. Et bah, finalement, je suis restée sur Plume d'Argent et je suis pas allée sur Wattpad plus que ça. Même si actuellement, je suis plus beaucoup sur Plume d'Argent aussi. Alors du coup, comment est-ce que tu décrirais ce que tu écris? Est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est plein de choses différentes? Alors, moi, je pense que je suis un peu plus fantasy que tout le reste. Euh, je me laisse totalement libre d'être influencée par tout ce qui me plaît et m'intéresse. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, j'aime beaucoup la création d'univers et donc je vais être plus portée sur de la fantasy. On pourrait aussi faire de la science-fiction, mais étant déjà dans le monde un peu scientifique en termes de travail, j'avoue que je Hmm. m'évade un petit peu plus sur d'autres types d'univers. Donc, ça me donne un attrait tout particulier pour l'imaginaire et en particulier la fantaisie. Après, le fantastique ne me rebute pas. J'ai quelques projets qui sont en attente, qui sont plus fantastiques que fantasy. Maintenant, demain, je peux me laisser aussi tenter par quelque chose de moins imaginaire. J'ai rien d'arrêté. C'est juste que pour l'instant, l'envie est plutôt là. C'est marrant parce que il y a beaucoup de gens qui, au contraire, vont puiser leur inspiration dans leur vie professionnelle pour écrire. Et toi, tu vas faire le contraire. C'est intéressant. Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, ma fantaisie est souvent empreinte d'une démarche scientifique. Euh, j'utilise ce que j'ai appris dans la recherche, puisque j'ai travaillé dans la recherche avant d'être enseignante, et, euh, et donc j'ai étudié tout ce qui était sciences de la matière. Et on va avoir très souvent chez moi un lien dans mes univers avec une recherche toujours du lien de causalité. Donc Hmm. la magie pure n'existe souvent pas. C'est toujours quelque chose qui est lié à un point un petit peu scientifique, un petit peu mystérieux, mais qui s'explique. Hmm. Euh, et je crois que de ça, c'est le côté un peu scientifique que je mets à l'intérieur. Par contre, euh,
j'aime bien que ça reste dans un, sous couvert d'un voile un petit peu mystère, et ça m'écarte un peu de la science-fiction brute, on va dire. D'accord. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères écrire? Plutôt les textes courts, les textes longs? Tu écris les deux? Tu n'as pas de préférence? Quel voilà, quel genre de texte en termes Ah, de format mince, c'est tu moi. aimes? Pardon, Quel genre de j'ai fait une petite erreur. ah Tu m'as non demandé non. mes préférences et après j'ai eu une coupure. Eh ben, qu'est-ce que tu en termes de format, qu'est-ce que tu aimes écrire? Long, court, les Alors, deux? je sais pas si c'est moi ou pas. Est-ce que tu m'entends Oui, toujours? oui, je t'entends. Attends, regarde. Hop là, je te le marque là. Je Ouais, j'ai t'entends. l'impression que tu me parles et que c'est moi qui t'entends pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai rien changé moi. Ah, ça y est, c'est moi, j'avais mis en off. Ben voilà. Pardon, tu peux me remettre, me redonner ta question, s'il te plaît? Non, mais elle fait des blagues, hein, Léa, aujourd'hui. Alors oui, je te disais en termes de format, qu'est-ce que tu aimes écrire? Plutôt long, plutôt court? Les deux? Tu passes de l'un à l'autre? En fait, je crois que je travaille pas. J'ai travaillé par période. J'ai commencé l'écriture avec des textes courts. J'écrivais de la poésie, pas mal de poésie et des contes. Ça a été mon entrée dans l'écriture. Et en ce moment, ben, je suis après passée au texte long et donc je n'écris plus du tout de texte court. Plus du tout. C'est quelque chose qui t'intéresse plus ou c'est parce que t'es trop prise par les textes longs? Comment ça se fait? Je pense que globalement, c'est parce que je suis trop prise avec mes projets longs et Hmm, puis mes projets annexes, hmm, qui fait que globalement, je n'ai plus forcément de temps d'aller m'intéresser à ce qui va être des appels à texte ou ne serait-ce que des textes courts. Moi, globalement, je suis pas très intéressée par le format nouvelle en tant que tel. Ce que j'aime plutôt, c'est le conte. hmm. Et j'envisage d'y retourner. Alors bon, pour l'instant, ça dépend beaucoup de choses, mais on va dire, sous la cape d'illustratrice. Et j'ai envie de reprendre mes anciens contes, de les retravailler et d'en proposer un recueil illustré. Mais pour l'instant, ça me paraît encore un petit peu tôt comme projet. Il y a d'autres choses à mettre en place avant. Donc, disons que j'y retournerai sans doute, parce que c'est vraiment un format que j'aime, le format du conte, mais pas là tout de suite. Mais le conte, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très très bien en format long. Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu fais en format long est quand même peut-être influencé par le conte et par voilà tes anciens textes dans ce domaine? Euh, Moi, j'aime bien le conte sous le format court parce que on reste, ça a pour moi un petit lien poétique. Hmm, Et je pense que quand j'écrivais mes contes, je les écrivais en même temps que je faisais de la poésie. Et il y avait le côté d'être plus dans une ambiance et dans un sentiment que l'on veut exploiter de manière assez forte, mais sans aller dans la longueur. C'est-à-dire quelque chose qui se présente euh, comme une esquisse ou une estampe, pardon. Euh, et c'est beau parce que c'est juste là maintenant et ça ne dure pas. J'aime ce côté un peu spontané? court, Ouais. oui. Et c'est pour ça que j'aime pas forcément travailler les contes sur le long terme, parce qu'à partir du moment où moi je suis face à un texte que je veux exploiter sur un format plus long, je vais forcément avoir envie de gratter plus en profondeur, on va dire, bah, cette estampe pour lui donner plus de détails, plus de relief, et je trouve qu'à ce moment-là, je perds le lien poétique de l'instant. Et c'est pour ça que je ne développe pas souvent le conte sur de la longueur. D'accord. Non, mais c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette approche. C'est vraiment c'est l'idée que, du coup, dans tes formats longs, tu vas associer la longueur du texte à une forme de temporalité, en fait. Mm. Et du Ou coup, de, comme tu vas passer plus de temps dedans, ben, tu vas forcément raconter plus de choses. C'est ça, et je trouve que dans ce conte-là, c'est
c'est pas un objectif, le message va être différent, mais si c'est un message, si je veux rester dans un côté, voilà, si je veux rester dans quelque chose un peu plus spontané, eh bien, je vais préférer justement rester dans le format court. Et je vais garder le format long pour des textes qui vont, dans ce compte-là, travailler sur un univers beaucoup plus approfondi et sur des personnages plus approfondis, Mm, parce que je vais avoir le temps d'exposer tout ça. d'accord. Et alors, du coup, euh, une chose dont je voulais qu'on parle, parce que franchement, ça m'a absolument fasciné quand tu l'as posté sur les réseaux, ce sont tes Ah. cahiers. Ce sont tes cahiers. Mais... Alors, il faut absolument que tu nous expliques comment Oui. tu travailles sur tes projets. Déjà, Ah. par quoi tu commences et voilà, comment tu mets ça en place? Euh, Alors, je prends le temps de rassembler ma pensée, pardon. Bien sûr. Euh, je pense que comme beaucoup d'auteurs ou d'autrices, il n'y a rien d'extraordinaire dans notre manière d'appréhender l'idée. C'est que globalement, une idée, elle vient parce que, pour moi, enfin, c'est comme ça que j'imagine, lorsque l'idée du roman apparaît, c'est que dans notre tête, il y a quelque chose qui a ouvert plusieurs tiroirs, d'autres petites idées ou d'autres petites anecdotes qu'on avait conservées du biais de notre sensibilité, et que d'un seul coup, ce qui nous arrive à ce moment-là nous dit, ah tiens, ça, je peux faire des liens avec ça, 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 peut-être, et ça peut donner quelque chose. Et quand j'en suis à là, quand j'ai cette idée qui me permet de tirer plusieurs tiroirs de ma tête, je ressens alors le besoin d'acheter un carnet Ouais, euh, et de noter en tout cas l'idée fondatrice, pardon, qui va alors qui a tiré les autres tiroirs dans ouais, l'idée. Euh, Par contre, après, à partir de ce moment-là, il peut se passer des années sans qu'il se passe pas grand-chose. ok, Alors, je dis un carnet, ça peut être une feuille aussi, parce que j'achète pas forcément le carnet systématiquement à ce moment-là. Là, par exemple, j'ai une feuille avec mon nouveau titre de roman et il y a l'idée fondatrice qui est posée dessus. Et depuis, la feuille attend que j'achète un carnet pour pouvoir approfondir le tout. ouais, Euh, des fois, bah, moi, ça me prend 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas, avant de revenir sur cette idée qui m'a pas quittée. d'accord. Et alors, à ce moment-là, que j'aime bien avec le papier et ce que j'aime un peu moins avec l'ordinateur, c'est que le papier nous autorise à être, je trouve que le papier nous autorise à être beaucoup plus brouillon dans notre approche, alors que mes Hmm, carnets sont pas brouillons, mais en tout cas dans ma tête, elle m'autorise beaucoup plus cette exploration un petit peu brouillonne que me permet pas l'ordinateur. Euh, et, euh, et donc, je vais avoir plusieurs façons de fonctionner. Je vais avoir un carnet de brainstorming, donc lié simplement à la recherche d'idées. Et à un côté, je vais avoir après un cahier de rédaction de premier jet que j'entamerai de toute façon beaucoup plus tard. Dans mon cahier de brainstorming, je fais deux choses, c'est-à-dire, ben, je peux, par exemple, faire des sortes de schémas narratifs assez courts où je vais mettre une idée principale au centre de ma feuille de carnet. Donc ça peut être par exemple un personnage ou alors un bâtiment ou un lieu de l'univers. Et je vais essayer de passer un petit peu de manière divergente par des flèches les idées qui vont de droite à gauche sur soit les personnages, soit sur l'univers, soit sur un point d'intrigue. Et puis voir comment j'arrive à relier tous ces points un peu divergents pour créer une sorte de mouvement. Et l'avantage, c'est que comme je le fais par le biais de visuel, j'arrive à voir finalement à avoir un schéma avec des flèches qui se déplacent et j'arrive à voir si j'arrive à avoir un mouvement qui donne du sens. d'accord. Et ensuite, quand je me perds un petit peu dans ce sort de recherche, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de photos de carnet dans mes pages Instagram, J'en ai trouvé une. mais après, après j'essaye de relier ça à mon idée fondatrice, donc celle qui est en début de carnet, en me disant, ben voilà, ne perds pas de vue ce que tu as voulu faire, parce que souvent quand on part comme ça en arborescence et que ça va dans tous les sens, ce qu'on perd, Hmm, c'est l'idée de cœur. Et comme je l'ai écrite dans ma toute première page de carnet, globalement, je me mets après à vérifier que dans ce foutoir,
il y a bien des points que j'ai réussi à faire sortir et qui renforcent l'idée principale, D'accord. l'idée fondatrice. Et petit à petit, j'arrive dans ce compte-là à mettre en place. Alors souvent, moi, je commence plus par l'univers que par les personnages. Alors c'est assez étrange. Je sais que à l'heure actuelle, on invite à te réfléchir sur les personnages plus que sur l'univers. Moi, je réfléchis. Mon premier point d'appel est souvent l'univers plutôt que les personnages et l'intrigue. Mhm. Euh, et, euh, et petit à petit, je vais vérifier que j'ai bien ma trinité qui se met en place, c'est-à-dire que j'ai bien une sorte de communication fluide entre mes personnages, mon intrigue et mon univers. Et quand j'ai ça qui se met en place, alors je sais que je peux commencer à passer sur l'ordinateur pour ce qui va être une partie de mise au propre avec les créations d'un synopsis, d'un chapitrage détaillé, chapitre par chapitre. Et ça sera mon outil que je vais imprimer, parce qu'après j'imprime, parce que je repars sur du papier, Ouais, et qui va me permettre de switcher après sur mon carnet de premier jet. d'accord. Et je vais écrire chapitre par chapitre en suivant mon plan, tout simplement. L'avantage, c'est que si j'ai un doute, je peux revenir sur mon cahier très brouillon de brainstorming pour essayer de voir si une des idées que j'ai mis peut m'aider à un moment donné où je suis bloquée dans mes histoires. Mm. Et puis voilà, et puis après, j'écris un premier jet enfin, je transphase mon premier jet sur Scrivener et après en route pour la réécriture et les étapes traditionnelles. D'accord. Et du coup, tu as quand même, au final, un cahier dans lequel tu as le premier jet complet de ton histoire. Oui, C'est assez impressionnant quand même. Parce que je sais pas. Alors, je n'ai pas idée de la longueur finale de tes histoires. Mais je me dis que ça fait quand même. Bon, parce que j'ai déjà fait ça une fois. J'ai écrit ouais, intégralement un premier jet dans un cahier, enfin dans un carnet, ça prenait absolument tout le carnet. Et pour autant, oui, c'était court puisque c'était pendant le nano et ça faisait donc 50 000 mots. ouais. Donc si potentiellement ça fait plus, au final, t'as combien de cahiers? Alors, bon, j'en ai pas écrit tant que ça des histoires, hein, parce que ce que je dis là aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en place maintenant, en me connaissant mieux. Au début, quand j'ai commencé à écrire alors mon tout premier grand écrit que j'ai fait, c'était une fanfiction quand j'avais 14 ans. Et là, je l'ai fait effectivement sur carnet. Et j'avais donc 5 carnets complets. J'en ai jamais Waouh, rien fait, mais je les ai encore. incroyable. Et ensuite, chez moi, on a eu la chance d'avoir un ordinateur qui est arrivé à la maison quand j'avais 16 ans. Et donc, j'ai ensuite switché sur l'écriture sur ordinateur Hmm, avec plein de freins pour moi dans le fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, je reviens sur carnet. ouais. Et donc, mon tout premier roman que j'ai écrit, puisque là, moi, j'en ai que 3 à mon actif aujourd'hui, Que mon trois, tout premier dit-elle. roman que j'ai... C'est déjà Oui, vachement bien. oui, oui, mais il faut pas croire que j'ai été très productive non plus. C'est ça que je vais mettre en évidence. Mais mon tout premier roman, je l'ai écrit donc quand j'avais 22 ou 23 ans, c'est ça à peu près. Et là, celui-ci, je l'avais fait entièrement sur ordinateur, celui-ci. Mais j'avais écrit avec beaucoup d'innocence parce que quand on a 20 ans, j'étais absolument pas dans les forums d'écriture. Moi, j'étais encore dans mon mode conte, Hmm. nouvelle. J'écrivais beaucoup en porte fermée avec très peu de connaissances du milieu de l'édition. Et donc, je l'ai écrit avec une innocence complètement folle et Je trouve que j'ai c'est eu vachement bien aucun aussi. problème à l'écrire. Voilà. Donc il y avait pas de notion d'intrigue, pas de notion de personnage, pas de notion d'univers. Enfin, tout Hmm. venait au fil de l'eau. Ça donnait un truc absolument horrible à retravailler, bien sûr. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il a été écrit comme ça, avec spontanéité. C'est pas plus mal. Quand Puis, j'ai puis ça a eu dû t'apprendre des choses Oui, aussi. De toi-même et... donc j'ai énormément appris. Oui, Sur celui-ci, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mes conclusions, quand il a fallu écrire Contrer les brumes, qui est mon deuxième, ouais. je me suis mis à l'inverse une pression beaucoup plus importante, même à vouloir déjà tout bien structurer avant de Hmm. commencer l'écriture pour justement ne pas avoir toute Ce ce travail peut-être, travail ouais. de réécriture derrière. Hmm.
Ce qui fait que quand même, Contrer les brumes, il m'a fallu 12 ans pour l'écrire, Eh oui. donc 12 années. Euh, j'ai aussi voulu travailler sur ordinateur. Une fois que j'avais eu tout mon premier jet, tout mon chapitrage trouvé, j'ai voulu écrire sur ordinateur. Et comme j'avais déjà une histoire très précise de l'histoire complète, eh bien, je me suis retrouvée avec le syndrome de vouloir écrire les mots parfaitement, enfin les Ah. phrases avec le plus. Voilà, et j'avançais très, très, très lentement. Ce qui fait que Hmm. j'ai quasiment pas eu de travail de réécriture sur ce texte, ça c'est certain. Mais ça a été très compliqué de l'écrire. Il s'est Hmm. avéré que j'arrivais pas à le finir, justement. Eh oui. Et j'ai dû, pour une raison X ou Y, m'être hospitalisée pendant de longs mois en étant alitée. Et à ce moment-là, c'est plus possible d'écrire de manière alitée. En tout cas, c'est très compliqué. Et comme j'avais un petit peu rien d'autre à faire, ben, j'ai commencé à écrire sur des feuilles. Ouais. Et ça a été une libération folle Ah, et c'est ça qui était le d'écrire sur des feuilles. déclencheur et qui t'a Et fait voilà, comprendre que c'était ta méthode en fait. voilà. Et c'est ça qui m'a fait dire non, mais en vérité, moi, j'ai besoin de passer par l'écriture manuelle. Et il y a plein de bénéfices à ça que je pourrais expliquer si ça vous intéresse, mais que j'ai vu après coup. Et c'est pour ça que ben, Potier des âmes, qui est donc mon troisième roman que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle, et donc a été entièrement pensé sur carnet. Et par exemple, pour Contrer les brumes, bah, pour revenir à ta question première, je ne peux pas te donner la quantité de carnet qu'il m'a fallu pour la rédiger, puisqu'en fait, Il n'y en je a pas. n'ai écrit sur feuille que Si, les 3 derniers chapitres. d'accord. Ah Et donc, oui, ça me prenait un carnet. Voilà. Tout le d'accord. reste avait été écrit de manière standard. Donc, Potier des âmes est le premier Que que je tu fais avec refais cette en full méthode. carnet. Mm. Et est-ce que du coup, c'est le premier que tu fais avec cette méthode, et du coup, est-ce que tu as vraiment ce sentiment que c'est ta méthode et que par rapport au précédent écrit sur ordi, pour toi, ça fonctionne mieux? Alors, je pense qu'effectivement, l'avantage avec l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de méthode toute faite et on y trouve sa propre tambouille. Moi, je trouve qu'effectivement, pour moi, euh, ça a beaucoup d'intérêt. La première, euh, c'est que j'écris très peu par jour finalement, hein, en termes de quantité. Euh, et euh, et j'ai beaucoup du mal à avoir ce qu'on appelle le flow quand on écrit face à Mm, ordinateur. Justement parce que je suis toujours sur cette pression donc je reviens beaucoup en arrière et donc le flow est très difficile à trouver. mm. L'avantage de l'écriture manuelle, c'est bête, mais c'est physique. C'est vrai, C'est que oui. la main, quand on écrit, elle écrit forcément moins vite que quand on tape à ordinateur. Mm. Et donc, il y a un moment où il y a un déclic qui se fait chez moi, c'est que comme ma main écrit moins vite et que ma tête réfléchit plus vite, eh bien le flow se fait forcément. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Voilà, il y a un moment où d'un seul coup, moi j'ai déjà une ou deux phrases d'avance dans ma tête, mais ma main doit rattraper, et c'est ce qu'on appelle le flow à ce moment-là. oui, Sauf que quand on le fait à l'ordinateur, eh bien, bah, aller plus vite. il faut, la main va plus vite, il faut que l'esprit va plus vite aussi. Oui, Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le retour arrière est très compliqué de manière manuscrite. ah oui, Euh, je... Et comme j'aime les beaux carnets, j'aime que ça soit propre, pas de eh rature. bien, eh ben voilà, je m'autorise très très peu à raturer. Ça, c'est très, c'est, Euh, c'est très difficile. C'est très sévère quand même. C'est oui, dur. c'est très sévère, mais alors pour moi, ça marche du tonnerre. Comme j'aime ouvrir de beaux carnets, eh bien, par conséquent, je ne rature pas ce que j'ai écrit avant. Et ce que j'utilise comme méthode tout simple, c'est que j'ai un petit paquet de post-it à côté. Et si j'ai un petit commentaire à faire sur une passage, je vais coller un petit post-it sur la page concernée, ce qui fait que quand je réécrirai mon premier jet, j'ai mon petit commentaire, comme on fait un commentaire sur Word, en Ouais, fait. Sauf que moi, c'est des petits post-it que je colle sur mes carnets c'est adorable. aux endroits dédiés, quoi. C'est super parce que cette méthode-là, toi, elle te booste, alors que j'avoue que moi, je pense qu'elle me paralyserait. J'aurais peur, Ah bah je oui. me dirais, je vais pas y aller parce que si c'est pour ne pas faire de rature, je sais que j'y arriverai pas. Tu vois?
Oui, non, mais voilà, c'est totalement. Enfin, ça dépend énormément comment est-ce on appréhende l'écriture. Et je trouve aussi que c'est très beau d'être en capacité de raturer son texte de manière libre et que si on a justement, si ça nous pose pas de souci de le faire, autant le faire. C'est accepter que le premier jet soit un brouillon. Et ça, c'est peut-être ce qui était le plus dur pour moi à accepter. Et donc, pour l'instant, je suis encore dans l'obligation, Mm. peut-être, de le faire par cette manière détournée euh, pour contrer peut-être un excès de zèle de ma part. Euh, mais l'avantage, c'est que peu importe, l'idée, c'est surtout d'apprendre à se connaître et de trouver des méthodes qui soient bienveillantes. Mm. Et effectivement, cette rigidité de dire je ne peux pas retourner parce que mon carnet doit être joli, elle peut être forcément frustrante pour d'autres, mais pour moi, en fait, elle m'autorise Mm. à ne pas avoir les bons mots tout le temps et elle m'autorise la tolérance euh, du côté approximatif du premier jet que Oui, j'ai en, du en mal à tout cas, accepter. elle t'oblige à aller en avant. Voilà, c'est ça. Elle me dit, t'inquiète pas, tu peux pas revenir en arrière. Et comme de toute façon, il va falloir retaper le texte à l'ordinateur, tu te permettras d'être pointilleuse sur le choix des mots dans cette étape. À la prochaine. Ah oui, non, non, mais moi je comprends tout à fait. Alors, je pense que ça ne pourrait pas fonctionner pour moi parce que je suis une gribouilleuse. J'adore gribouiller, Oui. j'adore raturer et machin. Je... C'est terrible. Tu serais, je pense, tu t'évanouirais devant un carnet, devant un de mes carnets. Mais Oh non, non, j'ai une bonne tolérance avec, de toute façon, avec mes copies d'élèves, j'ai appris à c'est vrai. tolérer énormément de choses. Ah, ouais, c'est vrai. Non, quand on est prof, on a une grosse marge de... Voilà, effectivement, je comprends. Mais c'est vrai que je comprends du coup ce côté... il faut que mon carnet soit joli. Enfin, je veux que mon carnet soit joli. Mais en même temps, ça me pose pas de problème parce que c'est pas ma version définitive et derrière, il y a l'ordinateur. Donc, je trouve ça bien parce que du coup, tu as trouvé comment te motiver à avancer Mhm, tout en ne te mettant au final pas de stress puisque tu sais mhm. que derrière, tu vas retravailler avec l'ordi. Donc, c'est cool. Oui, et puis j'ai la satisfaction à la fin de ma séance d'écriture, je tourne mes quelques pages de carnet et je Mm. suis toujours contente de me dire, ah, ben, c'est beau. Ouais, non, non, mais ça, c'est vrai. Non, mais oui, ça, c'est chouette parce que du coup, t'as une façon de te... C'est un peu comme une récompense, quoi, à la fin. Exactement, c'est un petit peu ça. Et puis le dernier avantage qu'il y a à l'écriture manuelle, pour moi en tout cas, euh, c'est que ça garde bon, toujours, hein, ça dépend. Moi, je pense vraiment que j'ai une pensée divergente et donc une tendance un petit peu à partir à droite, à gauche. Euh, et le fait d'écrire, comme ça canalise forcément une partie de mes cortex cérébraux, Mm. puisqu'il y a le geste physique qui est fait, et comme en plus je veux que ce geste soit beau, ça me garde en connexion Mm. avec ce que j'écris. Oui, d'accord. Oui, oui. Ça, Voilà. ça t'oblige à avoir une certaine concentration à différents niveaux. Voilà, c'est ça. Non seulement dans l'histoire que tu écris, fatalement, puisqu'il faut quand même que tu sois concentré sur ce Mm, que tu écris, mais aussi sur la façon dont tu réalises cette écriture, en fait. c'est ça. Et donc, entre le fait de devoir bien écrire, euh, qui fait ralentir ma main forcément, qui fait donc une différence de vitesse entre la main et l'esprit, qui permettent donc d'accéder à ce qu'on appelle le flow, et bien tout ça, en fait, c'est un cercle, en tout cas chez moi, plutôt vertueux. Mm. Et ça me permet d'oublier mon côté un petit peu. En même temps, je dois faire des belles phrases. Bah, j'ai plus la place pour faire des belles phrases. Et, euh, et donc, bah, j'écris tout simplement. Ah oui, non, mais c'est marrant, parce que du coup, c'est vrai que cette méthode a éliminé certains aspects du problème que tu gardes pour plus tard. J'imagine que C'est ça. voilà, cet Ah bah oui, aspect-là, après, hop, forcément, c'est la pour après. réécriture, voilà, quand je suis face à ma réécriture, bon, globalement, comme mes structures sont bien posées,
que ça, c'est mon brainstorming avant, j'ai très peu de problèmes de, de fond. Donc, j'ai pas des chapitres complets à, à revoir dans le message apporté. Donc, je vais pouvoir me concentrer à ce que je préfère, parce qu'en fait, c'est ce Mm. que je préfère. C'est-à-dire à jouer sur les mots et tout ça. Et ça, c'est la partie. Peut-être que c'est comme je suis rentrée par l'écriture, par la poésie, c'est peut-être le truc que j'aime, un des trucs que j'aime le plus faire, c'est Mm. sans doute réécrire. Mm. Et il me reste que ça, Oui, puisque l'histoire est déjà toute là. Donc, il me reste plus qu'à prendre le soin des mots. ouais, je comprends tout à fait. Mais du coup, tu parlais de structure, et j'aimerais qu'on y revienne un petit peu. Euh, tout ce travail que tu fais justement, donc avant de te lancer dans le premier jet, comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu vas structurer ton histoire? Quel choix est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu n'en as pas forcément? Comment tu abordes justement la structure de ton histoire? Euh, Question piège, hein? Ça, Elles c'est sont une dures, bonne j'ai des question. questions Ouais, difficiles. c'est une question piège. Euh, alors, globalement, euh, on a peut-être ça. Pour l'instant, je suis encore peut-être dans mes sensibilités premières et j'ai pas encore exploré plein d'autres types de récits. Alors, il faudra voir avec ce que je produirai dans les années qui suivent, mais, euh, euh, mais, euh, mais j'ai rarement la fin D'accord, ouais. en tête. J'ai souvent deux choses, c'est-à-dire un point d'univers Ouais, et j'ai une émotion ou une émotion que je veux faire passer. Par exemple, dans Contrer les brumes, je voulais raconter euh, le- je voulais mettre en place la difficulté de communication qu'on n'a pas en fantaisie. Par exemple, la fantaisie, très souvent, on va dans des mondes très, très variés et puis par magie, on arrive à comprendre tout le monde parce qu'il y a une langue commune ou par chance, il y a un interprète. Eh bien là, moi, je voulais faire en sorte d'expliquer que euh, quand on se rencontre et qu'on ne vient pas du tout du même monde, avec pas la même culture, et que ces deux mondes en plus n'ont jamais eu de lien entre eux, euh, eh bien, le conflit vient de communiquer. mm, Et donc, je me suis dit, ben, hop, allez, on va faire une histoire où je vais tout mettre en place pour que mes deux personnages n'aient finalement, que l'histoire naît du fait qu'ils ne peuvent pas communiquer. d'accord. Et, euh, Et donc, comment est-ce que je vais définir un personnage par rapport à ça? Comment l'autre, je vais le définir? Quels vont être leurs univers dédiés pour exacerber ces différences entre eux, qui fait que justement, bah, que le fait qu'ils ne communiquent pas, comme ils sont très différents, bah, forcément, ça va amplifier tout le conflit. Et donc, toute mon histoire est née simplement de ça. Dans Potier des âmes, l'histoire, elle est née. Je voulais à la base raconter l'histoire d'une très vieille personne avec une personne très jeune. Parce que je me dis, bah, tiens, c'est pas un duo qu'on voit très souvent, un personnage principal assez âgé avec un adolescent. Ouais, Et justement, bah, un va finir sa vie, l'autre la commence. Et si à l'inverse, la personne qui était la plus vivante, la plus chaleureuse, soit la personne âgée, et que mon héros le plus jeune, en fait, qui est lui le héros, soit la personne qui est déjà un pied vers la mort. Euh, si j'inversais comme ça, qu'est-ce que ça donnerait comme histoire? Et c'est comme ça que pouf, c'est venu. Alors après, pour structurer tout ça, mon brainstorming me permet après de me rassurer sur des étapes. Donc j'ai un petit peu lu quelques textes sur la narration, comme la dramaturgie de Lavandier, par exemple, qui était ouais. super pour moi. Ça m'a énormément aidé. Je m'aide aussi un petit peu de la méthode des flocons pour structurer tout ça en différents actes. Moi, je l'utilise encore bien. Je ne vais pas jusqu'au bout des étapes, mais
mais ça m'aide quand même bien à structurer les actes. Après, je suis consciente de ce que c'est que un élément déclencheur, un climax médian, la dépression, la résolution. Donc, j'essaye de faire en sorte après de bien définir dans mon histoire ces différents événements, me rendre compte qu'ils sont présents sans me dire que pour autant c'est une vérité générale. C'est Mhm. pas grave si le climax médian n'arrive pas pile au pile, mais Oui. pile à la moitié. Voilà, il faut savoir s'en détacher également. Mais j'aime bien quand même me rassurer en me disant que j'arrive à identifier ces étapes clés du récit qui me permettent de réorganiser un petit peu tout ce côté vaporescent Mhm. de ma réflexion primaire. D'accord. Ok. Donc tu vas dégrossir un petit peu tout ça euh, en te basant sur des éléments que tu connais, en te disant, bon, alors voilà, dans mon histoire, je veux qu'il y ait ça qui se passe. Et Mhm. après, tu vas essayer de prendre un petit peu de recul dessus en Mm. voyant comment, euh, enfin, si ça se structure de manière logique. C'est ça? Voilà, c'est ça. S'il y a une logique qui apparaît, et surtout, en fait, ce que j'attends le plus, moi, et c'est assez fondamental parce que je l'entends vraiment comme ça, c'est que, et je vais tourner en rond. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est long. Donc, je vais tourner en rond assez longtemps en revenant sur une basse phase de brainstorming, en reprenant les étapes clés du récit. Est-ce que j'arrive à tout mettre? Qu'est-ce qui manque? Et à un moment, il y a un pouf, il y a un déclic. Je ne sais pas si vous ressentez ça quand vous écrivez, mais à un moment, pouf, tout s'emboîte et tout tourne. Ouais, Et quand j'y suis, ben, je sais que c'est bon. ouais, ouais. Je comprends tout à fait ça, ouais. Ouais. Et Je du coup, pense que ça, c'est un truc qui est universel. Il y a un moment où, peu importe la méthode qu'on trouve, qu'on soit jardinier, architecte ou pseudo l'un l'autre ou ni l'un ni l'autre, il y a un moment où on a la dernière pièce mm. et après tout va bien. Et alors justement, tiens, ça m'intéresse parce que tu parles de dernière pièce et tu dis qu'au début, bon, tu connais pas spécialement la fin. À quel Mm. moment est-ce que tu connais ta fin? Alors globalement, la fin, je la connais pas à la fin. Justement, assez rapidement, au final, quand je commence le brainstorming, je finis assez vite par savoir une idée de la fin. Mm. Euh, et c'est aussi parce que la fin, ça fait aussi beaucoup partie elle se prépare en fait. Enfin, je pense qu'une fin, même si on veut une fin qui tombe dans la surprise et qui laisse dans l'expectative, pourquoi pas, c'est une fin aussi, hein, elle demande à se préparer aussi. Et, euh, et donc, moi, même si ce n'est jamais l'enclencheur de l'histoire, je pense qu'au niveau du brainstorming, ma fin, elle est posée un petit peu avant la moitié, ou peut-être ou un tiers. Je sais après où vont aller, où va l'histoire. En tout cas, vers quoi elle se dirige. Mm. D'accord. Et est-ce que, à ton avis, ça peut changer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de changer la fin en cours de route? Alors, j'ai pas assez de recul sur mes textes pour dire ça, Ça aurait puisque pu arriver. on va mettre mon premier texte de côté, puisque mon premier roman, je l'ai fait de manière et puis en plus, je ne l'ai pas fini parce que comme tout premier roman, c'était une trilogie et je me suis arrêtée au premier tome sans jamais écrire le reste. Donc, j'ai jamais atteint la fin de l'histoire. Après, j'ai fait que des one-shots pour l'instant. Euh, et euh, et est-ce que non, en fait, pour l'instant, j'ai jamais... euh, Changer la je fin. me suis... ouais, j'ai jamais changé la fin. Euh, Bah non, écoute, je l'ai toujours renforcée plutôt qu'autre chose. non mais c'est marrant parce que tu vois, euh, j'en discute régulièrement avec Calista Faral, Mhm, qui elle, au contraire, va tout le temps changer sa fin, qui a beaucoup de mal à... Mais parce que je pense que voilà, elle aime écrire au fil de la plume comme ça et elle aime pas mhm, tout prévoir et sûrement qu'elle aime justement avoir la surprise de la fin. de sa fin. Mhm. Et ça, c'est rigolo parce que même quand elle essaye de prévoir et d'écrire un synopsis et tout, arriver à la fin, bah, 9 fois sur 10, elle va changer la fin. Et oui, Et ça, c'est vrai que ça peut poser des problèmes, surtout quand on est qu'au premier tome et que tu en as prévu au moins deux.
Ah ben Euh, ça oui, effectivement, ça devient un peu plus problématique. Mais à l'inverse, ça, c'est simplement parce que la manière dont elle construit son puzzle est pas la même que la mienne. Ah bah non, Moi, non. les pièces qui sont les plus difficiles à poser chez moi sont toujours les pièces qui correspondent, je pense, à ce qu'on appelle soit le début, euh, soit ce qu'on appelle le ventre mou de l'histoire, Ah, un petit peu Lial. Ouais. Terrible ça. voilà, ce moment-là. Où justement, c'est souvent quand j'arrive au ventre mou de l'histoire que je me dis, ah mince, il me manque un truc au début, c'est sûr. Parce que si justement mon ventre est pas assez dynamique, c'est que j'ai Ouais. raté quelque chose au début. Ah Euh, ouais. Ça, c'est la partie la mais plus par terrible. conséquent, oui, donc je pense que par exemple, si on parle de puzzle pour faire l'image, ben moi je suis peut-être un peu structurée, donc je vais d'abord faire mon cadre, et puis faire les pièces du bord, et forcément le ventre mou, ben, c'est le cirque, Mm, le centre de mon puzzle. mm. Alors qu'à l'inverse, peut-être que certains vont prendre les pièces un peu plus au hasard, faire des petits bouts et des petits bouts aux petits bouts, puis à la fin, ben, il faudra mettre le cadre, et donc il y a peut-être un Ouais. endroit où qu'il faut déplacer, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la fin peut changer. Donc à la fin, on finit par faire le puzzle qu'on devait faire quoi qu'il en soit, qui correspond à celui de notre idée première et puis de nos sensibilités qui vont venir nourrir tout ça. Donc on fait de toute façon le puzzle qui correspond à l'histoire que l'on devait faire, mais la manière dont on l'obtient va forcément changer en fonction de la manière dont on met nos pièces les unes après les autres. Mm. Il y a une question de Asturbé. Est-ce que, si j'ai bien dit le pseudo, j'espère, est-ce que malgré tout, lors du passage à l'ordi, il y a parfois des petits écarts narratifs par rapport au carnet, car soudain une idée survient? Euh, Bonne question. oui, oui, ça c'est sûr, et c'est ce que j'aime bien dans la réécriture particulièrement. En fait, globalement, comme le carnet reste assez brut, euh, par rapport à l'idée. Euh, Souvent, quand je suis en réécriture, j'aime beaucoup ce moment où ça va pas être des idées révolutionnaires. Ça va pas changer le fond du récit et ça va ni changer son message. euh, mais par contre, ça va permettre de faire toute la jolie broderie. D'un seul coup, j'ai une idée qui me dit, ah oui, cette idée, tiens, elle fait un écho à ce chapitre, elle fait un écho à ce chapitre, elle fait un écho à ce chapitre, parce que d'un seul coup, j'ai une vision beaucoup plus globale de Mm. l'histoire, puisque j'en suis à la réécriture. Et donc, l'idée qui va venir, eh bien, elle va me faire revenir au chapitre 1, elle va me faire revenir au chapitre 3 pour rajouter le petite chose. Ça peut être une petite phrase, ça peut être une petite description, ça peut être une odeur, peu importe, qui va en fait me permettre de faire un lien entre tous ces chapitres et d'un seul coup donner une sorte de liant supplémentaire. Et ça, en plus de l'effet que procurent les mots, c'est vraiment ce que je préfère dans la réécriture. D'un seul coup, le récit, euh, c'est comme si j'avais déjà planté des racines, mais d'un seul coup, ces racines, elles s'étendaient et faisaient des liens de racine à racine, et que d'un seul coup, ça devenait vraiment quelque chose de complet. Oui. J'appelle ça des Ah guirlandes, oui, mais les broderies. guirlandes, Ouais. ouais, ça va aussi avec la même idée. Oui, oui, oui. Ah, je comprends très très bien. Ça me paraît. Oui, quand j'y réfléchis, je me dis que quelque part, je fais un peu la même chose aussi quand j'ai fait un premier jet et que bah, j'y reviens pour voilà, tout relire et apporter les détails ou tout ça. Bah, en fait, même si j'ai pas fait ce travail sur papier comme toi, bah, j'ai quand même ce moment où Mhm. je me dis euh, ah tiens, ah oui, je pourrais faire ça ou rajouter ci ou rajouter ça parce que bah, en fait j'ai le sentiment que je me suis libérée du gros œuvre, tu vois, toutes les Mhm. bases posées, tout ça, les grands murs et machin, et que derrière, je vais pouvoir réfléchir à d'autres aspects qui me taraudaient pas forcément avant. Puisque j'étais vraiment au début très prise par l'idée, pour moi c'est important, tu vois, très prise par l'idée de poser la trame vraiment de l'histoire, quoi. Pour avoir ce truc qui C'est existe et ça. qui est là. Et du coup, je comprends très bien cette façon de le voir et de le faire, de dire que quand tu es. euh, quand tu as posé tes premières idées
et que tu y reviens comme ça, bah, ça peut effectivement provoquer d'autres choses, quoi. Ouais. Oui, et souvent, alors là, je trouve que c'est le, enfin, moi, c'est le moment en tant qu'autrice, j'attends en fait. Je Mhm. pense que tout le travail en amont, peu importe la méthode que l'on fait, enfin après ça dépend de chacun. Mais moi, ce moment-là où d'un seul coup, ah ouais, mais ça en plus, ah puis ça va faire un écho, et ah puis là alors là l'émotion, si je fais ça à ce moment-là, l'émotion que je vais vouloir provoquer à ce chapitre-là, ça va faire des. Alors moi c'est ce que je pense. Alors maintenant je ne sais pas encore ce que les lecteurs en penseront puisque j'ai pas encore eu la chance d'avoir le retour des lecteurs sur l'intégralité de mes textes, mais j'attends ça de savoir si Mm. justement toutes les petites mains tendues que j'ai placées lors de la réécriture, puisque souvent ça arrive à ce moment-là, euh, eh bien, vont véritablement emporter le lecteur jusqu'au bout et il va les sentir comme des caresses euh, et dans sa lecture. Mm. Et oui, oui, c'est toujours effectivement la question. Ça, quand on écrit, je crois qu'il y a toujours un petit moment où on se dit, est-ce que le lecteur va réagir à ci ou à ça, ou va saisir telle chose, va comprendre ci, va comprendre ça. Je pense qu'il y a toujours un moment où on se pose ces questions-là. Oh bah oui, et je pense que c'est à partir du moment où on le fait, c'est que on est. Enfin, moi je pense que à partir du moment où on fait ça, alors là on est vraiment dans l'écriture vers les autres. Euh, les phases avant sont un peu plus personnelles Mm. et quand on a besoin de rechercher ça, alors oui, ça donne du sens à toute démarche de publication. Alors je ne parle pas forcément en ME ou en auto-édition, mais tout simplement de dire que quand on est intéressé justement à savoir comment va être reçu le texte par les autres, alors on est vraiment dans cette démarche de communication et on peut écrire sans avoir besoin de ça. Moi, par Oui, exemple, bien sûr. j'ai grandi dans une famille qui écrit beaucoup. J'ai commencé à écrire tôt. Mes premières poésies, je les ai fait à 8 ans avec mon père. Euh, mon grand-père écrit, ma grand-mère écrit, mon père écrit. Euh, Par exemple, mon grand-père, lui, avait besoin de publier. Ma Mm. grand-mère écrit, a toujours écrit, et il est hors de question qu'on livre ses carnets. D'accord. Donc, Mais je comprends, c'est je, personnel, quoi. C'est un truc. voilà, Voilà. c'est personnel et voilà. Et c'est pour ça qu'elle se définit pas du tout comme autrice ou auteur, enfin autrice pour elle, parce que elle a ce besoin d'écrire, mais elle n'a pas ce besoin de réfléchir à comment les autres vont recevoir. Elle écrit d'abord Mhm. pour elle-même. Euh, et, euh, et je crois que nous ici, dans les gens qu'on côtoie, en tout cas sur les réseaux sociaux, on est fondamentalement, par notre présence déjà sur les réseaux sociaux, tourné vers j'écris pour les autres. Oui, Enfin, pour moi, mais pour aussi pour beaucoup, oui. passer vers les autres. Après, moi, j'avoue que quand j'ai commencé à écrire, ma toute première motivation, le truc qui me faisait vraiment rêver, alors ça va sûrement vous faire rigoler, mais c'était de me dire, je vais écrire des histoires, je vais imprimer un exemplaire et je vais pouvoir le mettre sur mon étagère. Et je me disais, waouh, ça va être trop classe, au bout de 10 ans, j'aurai plein de bouquins comme ça sur mon étagère et c'est moi qui les aurai écrits et ce sera trop cool. Et je voyais pas plus loin que ça, vraiment. C'était un truc qui me faisait déjà triper en soi. Et je n'imaginais pas un seul instant que d'autres personnes les lisent, à part peut-être mes enfants, le jour où ils auraient, par curiosité, mis la main dessus en se disant, au fait, quelle connerie elle a mis là-dedans, quoi. Mais voilà, j'étais vraiment fondamentalement hypée par cette idée que je trouvais... euh, ouais, je sais pas, ça me faisait un peu rêver. Voilà, c'est tout. Et ça se limitait vraiment à ça, quoi. Et je me disais, je finirais mes vieux jours comme ça, avec mes chats et mon rocking chair, et puis mes livres sur mon étagère, et puis voilà, quoi. Ouais, Alors exactement, moi, c'est pour remplir tes étagères, pour donner un style, comme ça, pour dire, ouais, voilà, là, il y a mes livres, machin, ça fait joli, voilà, quoi. alors tu es exactement donc comme mon père. Mon père, ça a été une des grosses discussions qu'on a eues quand j'ai commencé à prendre l'écriture au sérieux.
Et parce que lui, il s'est auto-publié aussi, mais c'était vraiment juste voilà, pour offrir quelques exemplaires, puis pour avoir ses exemplaires à lui. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il écrit toujours aujourd'hui. Euh, et il me dit, mais alors, mais si je sais juste avoir un livre, ben, auto-publie-toi, quoi. Enfin, et comme ça, tu l'auras dans ta bibliothèque et tout va bien. Et je lui dis, non, moi, j'ai besoin, je veux pas dire d'être lu de manière absolue, c'est pas une question de compétition sur la quantité de lecture, mais j'ai besoin que ça aille vers les autres. Oui, je comprends tout à Et, fait. Oui, oui, je comprends tout à et, fait. et donc, parce que sinon bon, après, peut-être parce que j'avais aussi le dessin, l'illustration, d'autres manières de communiquer ce que moi je vis et, euh, et voilà. Et donc, on a beaucoup discuté entre lui et moi. Et aujourd'hui, lui est toujours convaincu que bah, lui, ça lui suffit d'avoir. Il n'est pas comme ma grand-mère où le carnet doit être forcément fermé et personne ne le lit. Lui, pour lui, c'est un petit comité, ça suffit. Et puis avoir son exemplaire pour lui. Et moi, bah, j'ai envie que ça aille plus vers l'autre. Donc je disais, bah non, moi, en fait, j'auto-éditerai pas. Si comme je veux être lu, bah, au pire, je laisserai sur Plume d'Argent, je mettrai tout sur Plume d'Argent, et c'est fini. Parce que le livre en lui-même m'intéresse moins. Oui, alors que moi, j'aime l'objet. J'aime l'objet et je me disais, voilà, je vais avoir fait cet objet et l'idée de l'avoir fait, je me disais, waouh, c'est trop cool, quoi. Et j'ai toujours ce truc, mais c'est vrai que d'avoir commencé à le partager d'abord avec un cercle très restreint, ça m'a ça a peut-être changé un peu ma perspective parce que à ce moment-là, je me suis dit ah quand même c'est super cool d'avoir d'autres gens qui ont également lu l'histoire et avec qui tu peux Mhm. discuter des trucs que tu as aimé, pas aimé ou Mhm. machin. Et, et j'ai mis le doigt là-dedans et après ça m'a donné envie Mhm. de publier pour partager avec les gens et de voilà d'être plusieurs à rigoler de la même connerie et voilà en fait. Mais c'est vrai que au départ, il y avait zéro ambition d'édition. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a très probablement aidé, je pense, hein, à, à supporter les refus et parfois Oui. aussi à refuser des contrats Mhm. qui ne m'emballaient pas. Alors que si j'avais eu ce rêve d'édition, je pense que j'aurais signé aveuglément et ça aurait été une grosse connerie. Ah oui, Je non, mais pense. ça c'est l'autre critère. Enfin, globalement, moi, Parce que alors l'édition, le fait, c'est un western. Hein, voilà, c'est ah l'Ouest ben ça c'est sauvage. sûr, ouais. Ah, ça, c'est clair. Alors, moi, j'ai eu une grosse désillusion après mon premier roman et je pense que ça a été la meilleure expérience de toute ma vie. Parce qu'en fait, également, ce premier roman, je l'avais écrit avec innocence parce que au début de mon processus d'écriture, moi-même, j'en voulais même pas pour papier. En fait, j'écrivais que pour moi parce que ça m'allait, en fait. Mhm. Un peu comme ma grand-mère sur le coup, au final. Euh, et, euh, et finalement, je me suis retrouvée à finir ce gros texte et c'était le début d'apparition des forums. Et je me suis dit, oh, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Bah, pourquoi pas j'avais commencé à faire lire quelques petites poésies. J'avais eu une prof de français géniale qui nous avait, au lycée, créé un recueil de nouvelles, fait récréer un recueil de nouvelles. Elle fait lire. Donc, j'avais eu le premier contact par mon école, moi, de Ouais. faire lire aux autres Mm. et qui disait, ben Manuela, enfin pardon, Léa Mouna, Léa, parce que Manuela c'est mon vrai prénom, mais j'ai la pardon. Personne n'a Tu entendu. devrais, tu devrais continuer à écrire, c'est chouette, fais lire ce que tu fais. Donc j'avais cherché des forums pour faire lire mes poésies, mais c'était pas venu de moi-même, c'était venu d'un regard extérieur. Et je me suis retrouvée embringuée dans mon premier roman bon, alors, à le corriger parce que je suis tombée dans un forum où il fallait corriger, donc j'ai corrigé ce truc. Et puis à la fin, quand j'ai corrigé ce truc, c'était le premier speed dating des Imaginales. Ah oui. Donc, je me suis retrouvée à mettre mon truc au speed dating des Imaginales. Ah oui, tout le monde était content, donc je me suis dit, oh, bah, bon, allez, je vais faire comme tout le monde. Et je me suis retrouvée à avoir des contacts avec des maisons d'édition. Complètement inattendu parce qu'il y a une vingtaine d'années, oui, j'avais quoi, 22 ans, ouais, peut-être 15-17 ans, bah, c'était pas aussi ouvert aux francophones, la fantaisie. Il faut se rappeler quand même C'est que vrai. c'était super bouché il y a 15-17 ans.
Et que le speed dating, c'était juste le premier des Imaginales, c'était juste une bouffée d'air Mm. pour nombreux auteurs, autrices qui avaient des textes et des textes, et personne ne voulait publier d'auteurs francophones. Mm. Donc moi, je suis arrivée avec mon manuscrit sur le bras à ce speed dating où j'avais été sélectionnée. Et d'un seul coup, en fait, j'ai dû envoyer mon roman à tout plein de maisons d'édition parce qu'à l'époque, on n'allait pas voir 3-4 maisons d'édition, on allait voir toutes les maisons d'édition qui étaient invitées au speed Ah dating. ouais, d'accord. Ouf. Oh, le boulot. Ouais, Waouh. voilà. Donc j'avais envoyé à, je sais plus, 10 ou 11 maisons d'édition et je me suis trouvée en fait à être embraguée dans l'édition sans l'avoir réfléchi au début en Ouais. fait. Sans l'avoir mesuré, sans l'avoir pensé, sans en avoir même eu l'idée des conséquences des refus. Ouais. Euh, j'ai refusé un contrat chez une grosse maison d'édition avec mon premier roman d'ailleurs, hein. C'était un contrat 100% numérique à l'époque. Il faut imaginer encore qu'à l'époque, à 17 ans, le numérique, ça n'avait rien dire. Il y avait Ouais. rien en fait, hein. Ça débutait. Donc la grosse maison d'édition qui te dit bah, je te signe en numérique, moi ce que j'ai compris, c'est que bah, mon roman était pas assez bien pour être signé sur papier. Alors, je saurais pas Et, dire si c'était ça, mais je peux mais je comprendre suis le pas, mais moi c'est sentiment. comme ça en tout cas que je l'ai pris. Voilà. Et donc sur le coup, cette première expérience m'a fait dire mais je comprends, mon roman est pas assez bien pour être sur papier, c'est logique, c'est mon premier roman, j'ai encore à apprendre, donc laissons tomber celui-là, je vais écrire autre chose et je ferai mieux pour le prochain. Mes conclusions, ça m'a quand même pas mal fait tout de suite comprendre bah, la dureté des refus, le fait de pas forcément dire oui tout de suite sur tout. Mm. Euh, et, euh, et le côté bah, aussi des illusions, parce que forcément, il y a eu ce oui là, mais il y a eu aussi beaucoup de non. Donc, Oui. Bah non, mais je pense que ça, c'est... Alors, voilà. C'est sûr que quand on n'y est pas préparé, ça peut être violent si on est quelqu'un d'un peu sensible. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà. Les refus, ben, c'est la base pour tout le monde et même pour ceux qui sont dans le métier depuis longtemps, quoi. Donc, des refus, c'est t'en ça. prends tout le temps. Tout le Et temps. t'en prendras jusqu'au bout de ta carrière Ah ouais? d'auteur, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que enfin, c'est très rare ceux à qui on ne refuse rien. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on voit souvent qu'il y a régulièrement des trucs mauvais qui sortent parce qu'il aurait fallu qu'on leur dise justement non. Euh, je trouve que c'est plutôt sain d'ailleurs qu'on dise non. C'est, tu peux pas sortir que des trucs trop top de la balle tout le temps. Ah, mais tout à fait. Moi, je pense que globalement, au final, même si peut-être c'était pas la raison pour laquelle c'était qu'un oui au numérique et pourquoi, mais je pense surtout que ça m'a aiguillée sur le fait de se dire, eh ben, ça vaut pas le coup de sortir ce roman. euh, il- il- Si effectivement il ne trouve pas, on ne le suit pas, on ne dit pas j'y vais pleinement dedans. Mm. Je pense que c'est ça qui est surtout important, c'est que euh, il faut trouver en tout cas l'éditeur, la maison d'édition qui, quand elle reçoit ton texte, bah, elle y croit parce que le processus est déjà tellement compliqué à obtenir. Et ensuite, le processus après édition, il est quand même pas folichon non plus, hein. Bah, c'est long. Mais Que... après, je pense qu'il faut. C'est important quand même de dire que maintenant les choses sont très différentes et que c'est pas parce que tu as un contrat que numérique que l'éditeur est pas investi. Parce que maintenant, c'est quand Ah même très oui, tout à fait, différent non. par rapport à il y a 15 ans en arrière. Ça, c'est quand même très très Oui, c'est important ça, il faut de. remettre en contexte, hein. Voilà, ouais, ouais, Moi, totalement. je contextualise sur, on était, voilà, j'ai peut-être, ça fait 15-17 ans, j'ai pas compté, mais à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore, enfin, les liseuses, c'était les premières versions de liseuses, et on savait pas exactement ce que ça allait donner, c'était la Mm, sortie du numérique. Donc il y avait une prise, alors on savait qu'il y avait moins de prise de risque parce qu'il n'y avait pas de papier à sortir, mm, mais par contre, on savait pas du tout comment ça allait être diffusé, comment mm, est-ce que ça allait ouais. aller jusqu'au lecteur. Et donc, toutes ces interrogations-là faisaient que forcément, à cette époque-là, il y a 17 ans, le contexte pour signer était plus compliqué. Aujourd'hui, maintenant, quand un éditeur, déjà, il y a des maisons d'édition qui focalisent sur le numérique plutôt que le papier pour Tout des à fait, raisons oui. totalement valables. Et aujourd'hui,
quand elles le font, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent porter l'histoire, que ça va trouver son public, qu'il y a des gens. Moi aujourd'hui, par exemple, je ne lis énormément puisque je suis moins intéressée par l'objet. Je lis beaucoup sur liseuse. Et donc, Mm. quand je me remets en arrière, je me dis c'est quand même fou qu'au final, tu aies une grosse consommation de livres numériques et puis que tu n'as pas osé prendre le risque il y a 17 ans. Euh, Oui, mais ça, après, voilà, je pense que c'est comme tu le dis, c'est une question de contexte aussi. Et c'est mhm. sûrement une décision qui peut se défendre, remise dans le contexte, parce que effectivement, bon, bah, quand t'as une maison d'édition qui fait essentiellement du papier et qui d'un seul coup te dit bon, ouais, mais bon, je sais pas, peut-être. Il y a la façon dont on te le dit aussi, hein. Il y a la façon dont on te vend le contrat. C'est ça. Parce que c'est très important la relation humaine, en fait, hein, avec l'éditeur. Oui, oui, tout à fait. Et donc, je pense que globalement, c'est ça qui, pour moi, enclenche le plus la signature, enfin, la signature, peu importe le contrat, mais c'est de savoir à quel point, quand tu es face à cet interlocuteur qui a lu ton roman et qui, d'un seul coup, te dit, ben, ça m'intéresse, et voilà, à quel point tu ressens que Mm. c'est vrai, Oui, tout à fait. peu importe ce qu'on te propose. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et moi, à l'époque, eh ben, je sentais qu'il fallait écrire autre chose, en toute honnêteté. Ouais, non, mais Et voilà. Et je pense que ça, c'est important, honnêtement. C'est très important de suivre son ressenti et de savoir dire non à un contrat qu'on sent pas, quoi. c'est ça. Et c'était pour rebondir sur ce que tu disais, en comme quoi, eh bien, voilà, avoir des refus, c'est peut-être compliqué à passer. Moi, je suis plutôt aussi assez sensible et donc, je ne veux pas dire que ça ne m'atteint pas. Alors là, c'est clairement pas le cas. Mais par contre, je pense que c'est obligé et ça fait partie de la formation de l'auteur et de l'autrice que de Mm, savoir bah, réagir au refus, parce que mm. de toute façon, même si on a le oui et que notre livre sera sur le marché, il y aura des critiques. Ah Il ne oui, fera pas à l'unanimité. oui, oui. Euh, et, euh, et qu'on apprend aussi par le biais des critiques, quand elles sont constructives, bien sûr, mais qu'il y a toujours des apprentissages à faire par le refus et par les retours négatifs. Et Moi, que, eh je... ben, il faut composer avec ça. Oui, oui, oui. Et puis moi, je suis persuadée que le moment où on commence à te critiquer, c'est le moment où tu commences à avoir du succès. Donc en fait, être critiqué, pour moi, c'est bon signe. C'est que tu commences à aller Oui, dans le bon totalement. sens. Bah, en tout cas, ça veut dire aussi que dans un certain côté, tu as voulu aussi t'approprier ton histoire, c'est-à-dire que tu as mis quelque chose de personnel, tu as mis tes sensibilités, ta façon de voir, ta façon de réfléchir, ta façon d'écrire, et forcément, comme on est une individualité, eh bien, on peut pas faire mouche sur toute une masse. Ah bah non, non. Ah non, on peut pas Euh, plaire à tout le monde. C'est pas possible. c'est ça, Statistiquement, ça fonctionne et pas. de base, je pense que si tu veux que ton roman bah, se démarque, sans parler d'être original et de faire à tout prix original, mais il faut en fait qu'il soit de toi. Et Mm. donc, s'il est de toi, il peut pas être des autres. Ah bah oui, hein, ça c'est inévitable. C'est inévitable. Voilà. Bon, mais écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on papote. Est-ce qu'il y a quelque chose Bah oui. que tu voulais dire et que tu penses que j'ai pas dit ou que j'ai oublié? Oh ben non, absolument pas. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. J'ai pas forcément l'habitude de parler autant, Ah mais mais t'étais là pour j'espère que parler, j'ai hein, été quand même. claire dans mes propos. Bah écoute, pour clore ce petit entretien, bah c'est le moment publicité. Alors je pense que ben peut-être tu peux nous parler de ta... alors je dis prochaine entre guillemets parce que j'ai vu que c'était prévu pour 2025, mais est-ce que tu peux nous parler un Oui. peu de ta sortie chez Scrineo du coup? Eh ben oui, donc j'ai eu la chance donc de signer mon deuxième roman, donc après toute cette histoire sur le premier roman, qui s'appelle Contrer les brumes et qui doit sortir aux éditions Scrinéo au printemps 2025. Et donc ce roman justement, c'est celui dans lequel je parlais de la difficulté de la communication euh, du langage. Mm. Et donc, je suis très très contente qu'il ait trouvé un éditeur prêt à le porter et je lui ai mis dedans
beaucoup de sensibilité personnelle, mais également euh, d'émotion. Et j'espère qu'il saura plaire à ceux qui auront envie de tenter de rentrer dans les brumes. Bah écoute, moi j'attends sa sortie avec beaucoup d'impatience, très honnêtement. Euh, Ok. Parce que voilà, j'ai envie de découvrir ta plume et puis cette histoire et tout, voilà. Donc je suis très impatiente. Voilà, j'attends. Et donc rendez-vous en 2025. Allez, c'est bientôt parce que 2023, on va dire c'est torché, c'est fini. Hein, ça y est, voilà. Donc Oui, on va dire que c'est fini. voilà, on va dire que dans un an, peu ou prou, un an et demi, on verra ce livre arriver. Donc soyez vigilants et sautez dessus quand ça sort, quoi. Voilà. Faites péter les compteurs. Il faut que ça se vende, que ça se vende, que ça se vende, Oui, quoi. Le temps passe si vite, on exactement. essaiera de... Exactement. Le temps passe si vite. Voilà. C'est ça. Et puis de toute façon, je serai au taquet en termes de communication. Donc si un temps soit peu, ce que j'ai raconté ou la manière dont j'aborde l'histoire plaît, il ne faut pas hésiter à, voilà, me suivre et je saurai être réactive en termes de communication sur la sortie de ce roman. Oui, voilà, tout à fait. Donc vous pouvez suivre Léa Muna sur Instagram, sur Blue Sky si vous y êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Insta et Blue Sky. J'ai un mastodon et Ouais. puis globalement, c'est là que je communique le plus. Blue Sky et Instagram, ça suffit, hein. Voilà. Donc du coup, vous savez où aller. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux pour ne rien rater de sa sortie. Et voilà, donc du coup, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite surtout un bon goûter parce qu'il est 4 heures et c'est très important. Vite, vite, courez dans votre cuisine pour prendre votre goûter. Euh, et je vous donne rendez-vous. Alors, peut-être qu'il va y avoir un petit changement de programme. J'attends le retour de l'Exeil pour savoir quand est-ce que je fais sa petite interview. Mais je crois que la prochaine date, c'est avec Laura Sikorski. On va parler de littérature jeunesse. Voilà, j'ai hâte aussi. Voilà. Donc, plein de gros bisous et rendez-vous bientôt. Voilà, pour la prochaine interview. Laura, Lexei, Laura. Hop, vous aurez la surprise, ça va être fou, quoi. Voilà. Plein de gros bisous et bonne fin de week-end!